Bonjour, bonjour à toutes et à tous et merci d'être présents pour cette conférence organisée par l'Umiplan et qui a pour titre Crise énergétique, comment bien utiliser les outils numériques, un sujet au cœur de l'actualité. Et pour répondre à cette question, nous avons 5 invités que je vais vous présenter. Donc tout d'abord Gilles Leproust. Vous êtes président de l'Association des maires Villes et banlieues de France et maire d'Allonnes, dans la Sarthe. Guillaume Desrues, vous êtes maire de Bourg-Saint-Maurice-les-Arcs, une petite commune mais avec une dimension touristique très importante. Et Pierre Joly, maire de Bourg-sur-Gironde. Merci aussi à Valérie Martin d'être présente. Vous êtes chef du service mobilisation citoyenne et médias de l'ADEME. Vous êtes très demandée en ce moment, compte tenu du contexte. Donc merci d'avoir fait le choix d'être présente avec nous ce matin. Et enfin, Arnaud Chevalier, vous êtes directeur marketing et expérience client de l'Umiplan. Alors, pour commencer et introduire cette conférence, effectivement, la crise énergétique oblige les collectivités locales, les villes, à revoir leurs usages et les services qu'elles rendent à la population. Pour autant, la communication avec les habitants est quelque chose d'essentiel dans cette période, puisqu'il est nécessaire d'expliquer et d'accompagner les changements. Donc nous allons voir ensemble et détailler quelles sont les solutions pour communiquer dans cette période particulière. Mais avant cela, je pense qu'il est important d'avoir une idée de l'impact du numérique sur la consommation électrique et l'empreinte environnementale. Donc Valérie Martin, je vous laisse la parole pour nous dresser un peu une photographie de ce que représente le numérique. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Bonjour à tout le monde. Peut-être déjà effectivement quelques données sur le numérique, parce que le numérique, ça envahit nos villes, nos vies aussi, nos entreprises, nos organisations. Et l'impact environnemental du numérique ne cesse d'augmenter. Donc ce que je vais vous donner aujourd'hui, ce sont les résultats d'une enquête et d'un travail d'étude qui a été fait par l'ADEME et l'ARCEP, l'autorité de régulation des télécommunications. Ce que l'on peut dire aujourd'hui, c'est qu'au niveau français, ça ce sont des chiffres au niveau France, c'est important, ça représente environ 2,5% de l'empreinte carbone de la France. Au niveau mondial, c'est 3,5-3,7% à peu près. D'accord ? Donc c'est quand même assez important. Autre chiffre qui est important à noter, c'est que la consommation électrique de ce qu'on va appeler aujourd'hui les services numériques, ça représente en gros 10% de la consommation électrique française. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est à peu près l'équivalent de la consommation annuelle de plus de 8 millions de foyers français. D'accord ? Donc à l'heure où on parle de sobriété énergétique, vous voyez que déjà là, on a quand même un enjeu important. D'autant plus que les travaux disent que cette empreinte pourrait en plus être multipliée par 2 dans une quinzaine d'années, vu la vitesse à laquelle les uns et les autres nous équipons et nous avons de multiples équipements. Alors, qui sont les responsables en gros, de ces impacts environnementaux du numérique? En premier lieu, ce sont les terminaux utilisateurs. Alors, terminaux, ça veut dire les smartphones, les ordinateurs, qu'ils soient portables ou qu'ils soient fixes, et puis les télévisions. Alors, je vous le dis tout net, les gens, ils achètent des télévisions de plus en plus grandes. Et plus votre focale, elle est importante, c'est-à-dire plus votre écran est grand, plus il a un impact. Attention aussi, là, il ne faut pas regarder simplement l'impact sur la partie CO2, mais aussi sur la partie matière, parce que pour fabriquer ces terminaux, bien sûr, il vous faut de la matière. En gros, on dit que c'est entre 65 et 92% des impacts environnementaux sur ces terminaux. Ça dépend du terminal. Ensuite, en termes d'impacts environnementaux, vous avez les centres de données, entre 4% et 22%. Et puis enfin, les réseaux. Si on regarde maintenant par impact en fonction du cycle de vie, d'accord ? Donc là, c'est important à retenir. D'ailleurs, c'est le seul truc qu'il faut retenir de façon prioritaire. C'est que 78% des impacts se situe au moment de la fabrication de ces équipements. Ce qui veut dire que, quoi qu'il arrive, il faut absolument allonger la durée de vie des équipements. Ça, c'est indispensable. Et par voie de conséquence, 21%
se fait au moment de la phase d'utilisation. Alors sur l'utilisation, les impacts, c'est-à-dire pendant que vous êtes en train d'utiliser votre smartphone, regarder votre télé, utiliser votre ordinateur, ça vient principalement l'impact sur la consommation électrique. Et en gros, on dit que les impacts moyens annuels de l'utilisation du numérique sur le changement climatique, c'est similaire à peu près 2300 km de voitures par habitant. Donc voilà, ce sont des petits chiffres comme ça qui doivent quand même vous alerter. Bien sûr, il y a bien d'autres impacts au moment de la distribution, au moment de la fin de vie, puisque j'ai parlé d'allongement de la durée de vie, mais ça veut dire qu'il faut le recycler, il faut le réemployer, il faut surtout le réparer. Voilà, ça c'est aussi quelque chose qui est extrêmement important à noter. Voilà en gros, je pense, ce que disait mon slide. Voilà, donc effectivement, ce n'est pas quantité négligeable et on peut faire un zoom d'ailleurs sur les panneaux d'information qui ont été au cœur de l'actualité. Beaucoup de questions se posent autour de la consommation des panneaux d'information. Donc Arnaud Chevalier, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus et nous expliquer quel est le niveau de consommation d'un panneau? Oui, alors ce sont les chiffres de l'ADEME, chère Valérie, dont je vous parle, et c'est lié également à la consommation énergétique comparative. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui est intéressant, je vais vous parler d'euros, mais je vais aussi vous proposer des ordres de grandeur pour qu'on se rende compte de ce que ça représente. Une commune qui a 2000 habitants et qui a un panneau d'information numérique, ça représente pour elle 1/1000 de sa consommation énergétique. Donc ça, c'est voilà un ordre de grandeur. Une collectivité locale qui aurait 5000 habitants et 2 panneaux, c'est toujours 1/1000. Et donc on peut regarder dans la diagonale de ce tableau qui semble un peu compliqué mais qui finalement ne l'est pas tant que ça. C'est une commune de 10 000 habitants et 3 panneaux, c'est toujours 1/1000 de sa consommation. Et donc c'est pour relativiser les choses. On est quand même dans l'épaisseur du trait quand on parle de panneaux d'information numérique. Toutefois, cette épaisseur du trait, il y a quand même des leviers pour encore l'affiner, donc on vous en reparlera ensuite. Et après, si on parle d'euros, c'est sur la base du tarif EDF des collectivités locales, ça représente 250 € par an. Voilà. C'est 70 centimes par jour si on l'éteint la nuit, ce qui est une bonne pratique. Donc là aussi, c'est pour vous donner un ordre d'idée. Donc on n'est pas en train de dire que ça a un impact absolument considérable. Par contre, ça participe et donc il faut l'avoir évidemment en tête. Et alors, justement, quels sont les éléments qui ont une incidence sur la consommation des panneaux électriques? Alors, si on doit retenir quelques éléments importants, sans surprise, la taille du panneau, c'est comme le disait Valérie, c'est comme le téléviseur, c'est-à-dire plus le panneau est grand, plus il consommera. En revanche, ce qui est moins implicite et moins intuitif, c'est la résolution du panneau. Si elle est plus fine ou si elle est moins fine, finalement, ça ne jouera que très très peu. Donc, c'est pas un levier, on va dire, important. Et puis, là aussi, ce qui est contre-intuitif, c'est que les contenus vidéo qui consomment énormément en termes d'impact environnementaux lorsqu'on les consomme chez soi, consomment assez peu quand on le diffuse sur un panneau d'information numérique. Alors, pourquoi ? Parce que la vidéo, elle est consommatrice lorsqu'on la regarde à distance. C'est ce qu'on appelle le streaming. Et ça, c'est extrêmement, on va dire, impactant d'un point de vue environnemental. Tandis qu'un panneau d'information, s'il diffuse une vidéo, elle est stockée dans le panneau. Donc, on n'a pas cette problématique-là. Donc, c'est contre-intuitif. Donc, que l'on diffuse des images ou des vidéos, ça n'a pas d'impact. En revanche, ce qui est intéressant, c'est que le contenu affiché en lui-même, la façon dont il est conçu, s'il est sombre, s'il est clair, n'aura pas le même impact. Donc la façon dont on conçoit ces contenus peut avoir un effet de rapport de 1 à 5. Donc ce sont des leviers qui sont intéressants à avoir à l'esprit. Mais peut-être juste un point. Pour fabriquer un panneau, parce que je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit, en gros, pour un panneau de 200 kg, il faut mobiliser
8000 kilos de matières premières pour le fabriquer. Là, c'est la partie relative à la consommation électrique une fois que le panneau est fabriqué. Mais c'est important aussi de redire qu'il faut fabriquer le panneau pour pouvoir le mettre en place. Et c'est pour ça que mieux vaut des panneaux qui durent longtemps. On est tout à fait en phase là-dessus. Alors, comment se répartit la consommation électrique d'un panneau sur les différents équipements qu'il compose ? Je crois que s'il y a un point à retenir, c'est que en fait, la grosse partie de la consommation, c'est à hauteur de 80%, c'est l'affichage. Et donc, voilà, je pense qu'il faut retenir ce chiffre-là. C'est 80% est lié à l'affichage et donc finalement au contenu qui est diffusé. Donc, des contenus sombres ou des contenus clairs auront un vrai impact sur la consommation énergétique d'un panneau. Et donc, c'est un élément à vraiment avoir en tête, puisque finalement, on peut tout à fait aussi bien communiquer avec un fond sombre qu'un fond clair. On dit la même chose, et donc autant le dire avec le minimum d'impact. Alors, tous les watts ne se valent pas. Et effectivement, en fonction du contenu que l'on diffuse sur son panneau, on remplit une mission de service public. Et je dirais même qu'on participe à la solution en sensibilisant les habitants et en permettant de faire des économies. Donc on va maintenant demander les témoignages des maires qui vont nous expliquer comment, à l'échelle de leur commune, ils ont utilisé ces outils numériques pour sensibiliser, associer les habitants, diffuser des messages de sensibilisation. Alors commençons par vous, Gilles Leproust. Je rappelle que vous êtes président de l'Association des maires villes et banlieues de France et que vous êtes maire d'une commune d'Allonne de 11 000 habitants à peu près. Hein. Alors, comment vous avez associé les habitants à la prise de décision ? Comment avez-vous mené cette concertation pour effectuer des choix parfois difficiles ? Alors, déjà, sur la présentation qui a été faite dans cette table ronde, on a discuté avant avec mon collègue de Bourg-Saint-Maurice-les-Arcs. Incontestablement, faut qu'on change de logiciel. Je dis ça parce que ça peut paraître vachement facile quand on est dans une table ronde, mais quand au quotidien on est confronté à la fois avec les services, avec les prestataires, avec les habitants bien sûr, les choix ne sont pas si simples que ça, mais ceci étant dit, nous n'avons pas le choix. On a tous des enfants, des petits-enfants, on préférait leur laisser comme une planète qui soit le mieux possible en bonne santé. Voilà. Je voulais le dire parce que, et ça, quelles que soient les sensibilités des maires, qu'on habite dans une commune de montagne, une commune urbaine comme je suis maire ou une grande métropole, on doit tous se réinterroger sur cet aspect-là. Mais dans le même temps, et pour répondre à votre question, je pense qu'on peut relever ce défi qu'en y associant les habitants. Moi, je ne crois pas à l'écologie punitive. Je pense qu'il faut vraiment associer les habitants pour les faire cheminer, faire de l'éducation populaire, pour leur permettre d'avoir les éléments en main, tout simplement. Parce que là, moi, j'ai eu des éléments, vous avez des éléments que je découvre. Donc ça veut dire que pour le nombre d'habitants, ça doit être la même chose. Et que donc, on a cet effort à produire. Pour que, y compris le plus possible, les habitants y adhèrent. Alors effectivement, même si des produits qu'on utilise, comme les panneaux, peuvent être un peu... ils ne sont pas forcément zéro carbone, mais dans le même temps, ils peuvent être un outil pour accélérer et surtout démultiplier, je vais prendre une expression un peu guerrière, mais la puissance de frappe pour justement expliquer, appeler à la concertation, appeler à l'information, sensibiliser. Je vais même vous avouer une chose, nous on travaille avec cette entreprise, on a des panneaux, et puis on a une appli. J'ai découvert, je le dis très tranquillement parce que rien n'est simple. J'ai découvert par exemple avec l'appli qu'on avait, qu'on pouvait communiquer avec des habitants qui ont cette appli par quartier. Ben, ça peut être vachement pratique quand tu fais une visite de quartier, quand tu as par exemple quelque chose qui se passe dans ce quartier-là pour pouvoir informer. Donc voilà, je crois que c'est comment on utilise. Alors, en étant attentif, et comme nous avons je ne sais pas si les fabricants, mais les fournisseurs toujours, soyez attentifs quand même que pour les produits que vous nous vendez, ils ne durent pas 3-4 ans, mais ils durent au moins 10-15 ans. Assurons-nous ensemble des filières de retraitement. Je le dis parce que on a tous été, dans le début des panneaux solaires, un peu piégés parfois. Hein. On a eu du monde qui est venu nous vendre des panneaux. Hein. Puis au bout de quelques années, tu t'es dit, oh là là, on commence à avoir une arnaque là.
Et donc voilà, donc faut qu'on progresse ensemble. Et donc pour revenir, oui, effectivement, c'est, je crois, important d'associer ces outils numériques dans leur diversité peuvent être un facilitateur de ce travail d'éducation populaire, d'information et si possible de prise de décision en commun. Alors, Pierre Joly, vous, à l'échelle de votre commune, vous avez aussi pensé à la concertation avec les habitants pour partager la prise de décision avec eux en utilisant notamment la fonction sondage de l'application mobile. Tout à fait. Donc, pour préciser, donc, une commune de 2000 habitants, ils ne sont pas tous au cœur du village, donc il y a forcément de la distance avec les hameaux. Et donc, on a pris City Hall l'année dernière. Ça a été un changement, mais comme l'a dit mon collègue, il y avait une attente très forte des habitants pour pouvoir communiquer directement. Parce que c'est un peu ça. On a essayé de mettre un conseil citoyen. Bon, ça n'a pas pris parce que les gens veulent vraiment intervenir auprès du maire ou autre directement. Donc ce qu'on a fait et ce qu'on va mettre en place surtout maintenant, après avoir diffusé beaucoup de messages sur les problématiques, que ce soit canicule, que ce soit des alertes météo, parce que, juste une petite aparté, quand on a l'information qu'il y a un problème de la préfecture, comme par hasard, c'est juste au moment où la mairie est fermée. Alors, on a la chance avec City Hall de pouvoir réagir immédiatement, mais c'est vrai que c'est très pratique de ce côté-là. Et après, non, ce qu'on veut, parce que comme tous mes collègues, on est en train de s'interroger sur les économies qu'il faut faire, notamment en électricité, et sur l'extinction de l'éclairage public. On a envie quand même de savoir si les habitants sont favorables ou pas, avant de prendre cette décision, parce que c'est quand même impactant. Je sais qu'il y en a qui parlent de sécurité, il y en a d'autres qui disent « Ah ben non, c'est mieux quand il y a la nuit ». Donc, afin de prendre une décision qui soit vraiment écoutée par tout le monde, on va utiliser cette application-là. D'accord. Et vous avez été dramatiquement touché par les incendies cet été. La Gironde est très grande. Oui, la Gironde est très grande, mais disons que vous avez ressenti le besoin aussi de disposer d'un dispositif d'alerte en direction des habitants. Tout à fait. Et est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur la manière dont vous l'utilisez à l'échelle de votre commune? Parce que le changement climatique, c'est aussi la multiplication de ces événements climatiques et avec une conséquence forte sur les habitants. Alors oui, un exemple concret. Il y a 8 ans, j'avais assisté à une réunion en préfecture où on nous annonçait, parce qu'on est au bord de la Dordogne, donc on subit les marées, on nous annonçait des inondations terribles. Mais comme d'habitude, le préfet se tourne vers les maires en disant agissez maintenant. Donc il y a 7 ans, ce que j'ai fait avec le policier municipal, on a circulé dans la ville avec le mégaphone. Bon, aujourd'hui, c'est plus ça. C'est vrai qu'avec le City Hall, une alerte, elle va très vite et elle touche tout le monde. Donc, et après, ce qu'on a aussi, c'est qu'on a mis en place, nous, l'heure civique. Alors, l'heure civique, c'est l'entraide entre les voisins. Donc, c'est aussi de dire qu'un voisin qui a l'application City Hall va aller prévenir ses voisins qui ne l'ont pas. Parce qu'il ne faut pas se leurrer, on est quand même à la campagne et tout le monde n'est pas sur un système informatisé. Mais voilà, c'est des choses comme ça qui nous permettent de les alerter très vite. Et aussi un intérêt, alors je ne sais pas si vous connaissez, c'est le signalement. Donc ce sont les habitants qui nous signalent lorsque... Alors, aujourd'hui, c'est beaucoup l'éclairage public qui est en panne. C'est marrant parce que demain, on me demande de l'éteindre. Mais aujourd'hui, dès qu'il est en panne, on nous prévient. Donc on a des informations directes. Et ce qui est très bien, c'est que ce n'est pas anonyme. Alors nous, on s'est engagé à une réponse dans les 24 heures. Et donc forcément, les gens ont pris le pli maintenant et ne nous inondent plus du célèbre « attendez, mais il y a un trou à tel endroit, ceci, cela ». Aujourd'hui, c'est beaucoup plus constructif. Alors on vient de parler de la relation avec le citoyen, mais pour une collectivité, c'est aussi important d'échanger avec ses visiteurs, avec les touristes, et notamment avoir le témoignage, votre témoignage, Guillaume Desrues. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment, à l'échelle de votre commune, vous sensibilisez les visiteurs pour finalement encourager les bonnes pratiques? Tout à fait. Bon, déjà, je voulais tout à fait m'inscrire avec ce que disait Gilles tout à l'heure. En termes de, on n'a plus le choix, il faut vraiment changer nos habitudes. Et c'est vrai que nous, les Arcs, on est quand même la 5e station mondiale en termes de capacité. On a 40 000 lits touristiques, ce qui fait grosso modo entre 4 et 500 000 visiteurs par an qui viennent nous rendre visite. Et puis une commune de 7 300 habitants.
Aujourd'hui, donc, pour distiller ce message justement de transition, les Arcs se veut être une destination des plus responsables. Et lorsque vous venez au ski, le principal impact de vos vacances, eh bien, ce n'est pas le domaine skiable, ce n'est pas le logement, mais c'est le transport, c'est la mobilité. C'est-à-dire que notre impact carbone, c'est 60% dû au transport de nos visiteurs, puisque la plupart viennent soit en voiture, soit en avion. Donc à partir de ce constat-là, on a mis en place une campagne depuis l'année dernière, justement de sensibilisation des visiteurs pour promouvoir tous les bienfaits justement de cette mobilité douce, et notamment donc, grâce à des panneaux d'affichage lumineux. Celui que vous voyez au milieu, c'est un panneau qui se trouve au niveau du funiculaire, donc, qui est connecté à la gare de Bourg-Saint-Maurice, qui est une gare internationale, je tiens à le préciser, puisqu'on a des Eurostar, des Thalys et bien entendu des TGV qui viennent régulièrement tout le long de l'hiver. Et donc, nous, notre but là-dessus, c'est en 10 années, c'est justement de passer de à peu près un peu moins de 20% de nos visiteurs qui viennent en train à 40% d'ici 2030. C'est notre objectif. Et donc pour cela, eh bien, on est dans l'air du temps, hein, je pense là-dessus, mais notamment le panneau que vous voyez au niveau du funiculaire permet de donner le nombre de voyageurs qui ont pris le funiculaire, le nombre de kilos de CO2 qui ont été économisés, et surtout les remercier d'avoir choisi cette solution de mobilité douce, train plus funiculaire. Donc voilà pour l'aspect mobilité, c'est remercier nos voyageurs d'avoir choisi et donc sensibiliser sur l'impact positif de ce choix. Et puis il y a d'autres actions qu'on met aussi en valeur, notamment on a l'eau des Arcs qui est très bonne, voilà, mais qui n'est pas une marque, c'était pas de l'eau en bouteille, c'était une campagne de promotion pour dire à nos visiteurs et nos habitants, bah, buvez l'eau du robinet, elle est très bonne. Alors on ne se fait pas très bien voir des minéraliers, mais en tout cas, c'était très intéressant de dire, bah voilà, votre impact par le biais de ces affichages de sensibilisation, c'est 1 million de bouteilles en plastique qui sont économisées par an. Donc c'est absolument massif. Et donc voilà, avec ce dispositif, eh bien, il y a une petite gourde qui est un peu marketée, et puis tout le monde a sa petite bouteille au des Arcs, et surtout les restaurateurs sont partenaires. Donc voilà, quand on arrive à emmener tout le monde là-dessus, c'est vraiment un très beau sujet. Je vais m'arrêter là, mais voilà, toujours est-il que la sensibilisation et puis remercier ceux qui ont fait les bons choix, je crois que c'est absolument essentiel. Et je rejoins mes collègues quand même, c'est pas facile tous les jours non plus, hein. Donc on le voit, alerter, informer, sensibiliser, remercier. En fait, tous les messages peuvent être diffusés via les outils numériques quand ils sont utilisés à bon escient. Alors, pour les collectivités qui voudraient aller plus loin et apporter ces messages de sensibilisation auprès des citoyens, je crois que l'ADEME a réalisé des fiches très bien faites pour pouvoir contribuer aux gestes simples. Dans le cadre du plan de sobriété qui a été lancé par le gouvernement, nous, on a essayé de faire des fiches pratiques qui regroupent en gros les 10 gestes clés à faire selon que l'on soit une collectivité, une entreprise, un petit commerce, un particulier, qu'on soit aussi celui qui va un gestionnaire d'immeuble. Voilà, on a essayé de proposer un certain nombre de fiches. Ces fiches, elles prennent cette forme-là, voilà. 10 gestes pour faire des économies d'énergie à la maison. Ce sont 10 gestes concrets, faciles, pour accompagner les gens. En fait, le but du jeu, c'est de se dire, voilà, s'il faut que je retienne un certain nombre de messages clés, qu'est-ce que je peux faire? Il y a tout un... Enfin, ce genre d'information synthétique, c'est extrêmement utile. Ça peut permettre de discuter aussi dans des réunions publiques. Ça peut permettre d'avoir aussi un échange en interne avec les responsables de la collectivité qui s'occupe des services, etc. On a aussi 10 gestes de sobriété numérique pour tous. Vous voyez, pour réduire justement l'impact numérique. Et le premier d'entre eux, hein, vous vous souvenez, c'est garder vos appareils le plus longtemps possible. Donc ça, on a ce genre d'éléments. Vous les trouvez sur Agir pour la transition écologique. C'est ce que je l'ai vous demander. Particulier, /maison, /économie d'énergie, /sobriété. Bref, vous tapez sur Internet, économie d'énergie chez soi, ADEME, vous les trouverez. Un autre outil qu'on propose et qui est aussi assez intéressant, ça s'appelle Nos gestes climat. Et là, c'est un calculateur carbone
que l'on a fait pour que les gens puissent se rendre compte de leur propre impact carbone. Ça aussi, c'est facile à faire. Il y a de plus en plus de personnes qui souhaitent se rendre compte de leurs impacts, mais pas que, parce qu'il y a tout un tas de conseils qui est donné derrière. Et d'ailleurs, on a sorti, il y a 3-4 jours, un impact carbone du numérique. Donc vous dites le nombre de mails que vous envoyez, le nombre de vidéos en streaming que vous regardez, le nombre de visioconférences que vous faites, et là, vous avez votre résultat en kilos équivalent CO2, mais surtout en nombre de kilomètres de voiture, en nombre de t-shirts, etc. Faites le test, et puis vous nous enverrez les réponses. Vous verrez, c'est extrêmement intéressant, c'est pédagogique, c'est ludique, mais là aussi, le but, c'est pas d'être dans le punitif, je suis d'accord avec vous, c'est que les gens puissent tous, que ce soit au niveau des entreprises, des collectivités, des individus, qu'il puisse y avoir une responsabilisation collective de façon à co-construire la solution de demain. Et ça, je pense que c'est quelque chose d'extrêmement intéressant. Et puis, dernière petite info, si jamais ça vous intéresse, on vient de sortir les résultats d'une étude sur les impacts des services culturels. En gros, est-ce que je regarde du streaming ou pas? Est-ce que je lis un livre en papier ou est-ce que je prends une liseuse? Est-ce que j'utilise le CD ou le DVD ou bien est-ce que j'écoute la musique autrement? Voilà, il y a tout un tas de résultats dans cette étude que je ne développerai pas. J'ai promis d'être pas trop bavarde. Mais voilà, ça aussi, ça permet de donner des éléments concrets et de ne pas simplement se dire moi je sais mieux qu'eux. Voilà, on a des résultats, après on discute et on voit et après chacun construit aussi la façon dont il va vouloir être plus résilient. Donc merci, on peut retrouver toutes ces informations sur le site de l'ADEME. Alors pour une collectivité qui voudrait mener une campagne de sensibilisation auprès de ses habitants, Arnaud Chevalier, qu'est-ce que vous nous conseillez? Comment bien utiliser les outils numériques? Déjà, je pense que ce qu'on peut dire, c'est que les outils numériques, c'est pas bien ou c'est pas mal. Ça dépend finalement de ce que l'on en fait. Et donc, moi, je trouve que les collectivités locales ont clairement un rôle à jouer pour communiquer les bonnes pratiques, pour sensibiliser les gens. Je pense que c'est vraiment un des rouages de la transition, c'est de relayer les informations. Et donc, nous, dans ce cadre-là, notre mission, c'est de fournir les outils finalement les plus efficaces pour les collectivités locales. Et quand je dis efficace, je veux dire par là qu'on met en place un logiciel LumiPlay, pour le citer, qui a pour mérite de simplifier énormément la vie des gens qui doivent faire passer les messages, pour ne pas démultiplier les saisies, pour pouvoir adresser simultanément des panneaux d'information et une application mobile. Il se trouve que chez LumiPlan, nous sommes l'entreprise qui fabriquons les panneaux et qui développons les applications mobiles. On est les seuls à faire cela. Et donc, permettre de faire gagner du temps aux collectivités locales, finalement, c'est leur permettre de faire d'autres choses, de faire plus d'actions. Et donc ça fait partie de notre première mission. Et puis la deuxième mission, c'est également de vous aider à délivrer des bonnes informations, à vous fournir des contenus. Par exemple, on va très très prochainement permettre à nos clients qui le désirent de pouvoir afficher sur leurs outils numériques, donc panneaux ou applis, la météo de l'électricité, EcoWatt. Parce qu'on sait tous qu'avec l'hiver, eh bien, il va y avoir des moments où la situation énergétique électrique française va être tendue et que c'est important de dire au plus grand nombre de gens les éco-gestes sont particulièrement les bienvenus, voire on va se retrouver sans doute dans des situations où ça ne va pas passer. Et donc là, il faudra communiquer au plus grand nombre de diminuer sa consommation. Et donc les outils numériques des collectivités locales ont également un rôle à jouer. Et donc à ce titre-là, on vous facilite cette communication en vous fournissant automatiquement ce type de données, par exemple. D'accord. Merci pour ces conseils. Valérie Martin, vous êtes l'autrice d'un guide de la communication responsable. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques indications pour respecter une certaine sobriété éditoriale? Pas que éditoriale. Oui. Et Globalement, d'une manière générale, pour mener de façon éco-conçue un projet de communication numérique. Peut-être déjà 2 points. Je pense que ce qui est intéressant de ce qui a été dit par les maires, c'est qu'il y a une double responsabilité.
l'éco-socio-conception, et qui amène un devoir d'exemplarité. Là-dessus, effectivement, on vous attend parfois un peu au tournant pour voir si ce que vous dites et ce que vous faites est aligné. Enfin, il faut quand même être honnête. Et l'autre, c'est comment vous accompagnez les changements de comportement. C'est ce que vous avez explicité tous les trois. Ce guide de la communication environnementale qui vient de sortir aux éditions ADEME, en fait, c'est un guide qui a pour vocation d'accompagner l'ensemble des communicants, qu'ils soient publics, qu'ils soient privés, que ce soit des étudiants ou autres, justement dans les principes de la communication responsable, c'est-à-dire qui comprennent bien la responsabilité du communicant face aux enjeux de la transition écologique. Parce que, voilà, forcément, il y a une obligation d'aliment. Et en particulier, on a un chapitre entier qui est consacré à la communication publique face à la résilience des territoires. Et c'est exactement ce que vous avez dit tous les trois. Dans ce guide, on a plusieurs parties, on parle de greenwashing, on parle de choses comme ça, mais on parle aussi pratico-pratique, donc sur comment on fait une éco-édition, un éco-événement, une éco-production, et donc comment on éco-conçoit un projet digital. Déjà, en premier lieu, tout se passe déjà au moment de la conception du logiciel, de ce que l'on a envie, de ce que l'on va faire, de ce service numérique, parce que si vous n'avez pas anticipé, c'est pas après coup que vous allez pouvoir corriger les choses. Donc dès l'amont du projet, et là il y a un référentiel général qui s'appelle de l'éco-conception des services numériques qui a été fait par l'État et que je vous invite à voir. Donc là, ce que l'on dit concrètement, c'est est-ce que je ne pourrais pas pour une fois m'appuyer sur les besoins réels de mes utilisateurs au lieu de faire des services numériques où j'ajoute tout un tas de fonctionnalités, où je mets de la vidéo en veux-tu, en voilà, qui se déclenche automatiquement alors que je n'ai rien demandé à personne. Ça vous agresse quand ce sont des services commerciaux qui font ça. Ben, c'est exactement la même chose quand c'est l'ADEME qui le fait ou quand c'est un service public. Bref, les gens, ils se sentent oppressés. Et en plus, en termes d'impact environnemental, c'est pas bon du tout. Donc on repart des besoins essentiels. Ça paraît simple, mais je suis d'accord avec ces messieurs, c'est compliqué. Ensuite, sur la production de contenu. Bah oui, des contenus de qualité, des contenus utiles. Vous allez me dire, au niveau des collectivités, ce sont tout le temps des contenus utiles, c'est clair. Après, il ne faut pas aller abreuver, parce que la sobriété éditoriale, elle est aussi nécessaire. Sinon, les gens, au bout d'un moment, ils passent devant, ils s'en rendent même plus compte. Résultat des courses, vous avez des services qui travaillent à écrire des tonnes et des tonnes de choses ou à tourner des tonnes et des tonnes de vidéos que personne ne regarde. Or, la communication responsable, c'est aussi l'efficacité de la communication. Je tiens à ce que ma communication, elle soit certes avec un moindre impact environnemental, mais qu'elle soit aussi efficace et donc qu'elle touche les gens que l'on vise. Ensuite, sur la production d'un site web, le problème numéro 1, c'est le poids des images, des vidéos, etc. Le poids des images, il y en a toujours un pour vous dire ah non, là, ça va pas aller. Hein. Parce que, en fait, c'est pas une super bonne résolution et on le voit. Bah, je me demande bien qui le voit. Et en fin de compte, on se rend bien compte, en discutant, qu'on peut réduire le poids des photos, des vidéos, sans que cela change l'expérience de celui qui regarde et que la qualité soit toujours aussi lisible. Donc, là aussi, bah, c'est de la responsabilité de vos services de dire, bah voilà, moi je sais, je m'en rends compte, et au contraire de ne pas aller dans la course à l'échalote autour de tout ça. Pareil pour tout ce qui est conception de campagne emailing. Je ne sais pas si vous en faites beaucoup du côté des mairies, mais là aussi, bien réfléchir à ce que l'on met, au type de photos qu'on a envie d'apporter. Il y a toujours cette histoire aussi de poids des vidéos. Et puis dans la diffusion, bah, c'est la question des serveurs. Le fait d'avoir des serveurs qui sont, disons, à plus, entre guillemets, verts. Et donc, ça implique de se renseigner sur tout ça. Voilà. Donc, pour moi, c'est ce que l'on dit à travers ces fiches-là. Cette fiche pratique, vous la retrouvez dans le guide. Et on a fait un site éponyme, communication-responsable.adem.fr, où on retrouve tout un tas d'informations pratico-pratiques, mais aussi de témoignages de gens qui se sont lancés là-dedans, et c'est très riche. Merci. Alors, avant de passer à un temps d'échange avec vous, et un peu pour conclure cette séquence, Arnaud Chevalier, est-ce que vous pouvez nous expliquer très concrètement comment optimiser l'utilisation de son panneau d'information municipal? Quelles sont les bonnes pratiques à suivre pour être dans la sobriété?
Alors déjà, juste une chose, je pense que ce qui est intéressant quand on entend par sobriété, c'est de l'opposer à la l'ébriété. Et moi j'aime bien ce terme d'ébriété parce que finalement, on se rend bien compte que c'est un peu idiot, c'est un peu débile finalement l'ébriété. Et donc la sobriété, c'est effectivement faire moins mais faire mieux. Donc finalement, je pense que c'est pas mal d'opposer ces deux termes pour se rendre compte de l'intérêt de la sobriété. Alors évidemment, première bonne pratique, c'est que les panneaux d'information numérique, il faut les éteindre la nuit lorsqu'il n'y a personne dans la rue ou si peu de monde que ça ne vaut pas le coup de les utiliser. Alors il se trouve que ce n'est pas une obligation légale. C'est-à-dire que le gouvernement, à travers une loi du 16 août et un décret d'application du 5 septembre, n'a pas obligé les collectivités locales à éteindre les informations qui sont diffusées par les panneaux des collectivités locales. Je ne parle pas des publicités. Parce que ce sont des messages d'intérêt général. Toutefois, c'est une bonne pratique, et donc ça, c'est la première, je dirais, nécessité, ne serait-ce que pour l'acceptation sociale. Valérie, vous parliez d'exemplarité, je pense que c'est montrer aussi de bon exemple. On ne peut pas demander aux gens d'éteindre les lumières lorsqu'ils sortent de leur bureau ou de chez eux si on n'était pas son panneau d'information. Donc ça, c'est, même si ce n'est pas une obligation légale, c'est une bonne pratique. Ensuite, je vous parlais des fonds sombres par rapport à des fonds clairs. Il y a vraiment un effet de 1 à 5 pour un même message. Donc ça, on ne s'en rend pas compte. Et il se trouve que pour une communication sur un panneau d'information numérique, c'est une bonne nouvelle parce que finalement, un fond sombre a plus d'impact et se voit mieux qu'un fond clair qui a tendance à éblouir. Donc finalement, vous avez une meilleure communication tout en consommant moins. Donc on est parfaitement dans l'objet de la sobriété. Et puis des choses qu'on sait un peu moins également, c'est que plus on utilise la couleur bleue, moins ça consomme. Donc quand on hésite à choisir une belle couleur, le bleu c'est un bon réflexe, même si on aurait pu croire que le vert était la couleur idéale. Non, c'est le bleu. Et puis effectivement, je pense que ce qui est important, c'est profiter de ces outils pour sensibiliser les gens, leur donner les bonnes pratiques, les alerter. Je pense que là, c'est vraiment, on fait partie, on va dire, de l'équation. Voilà, ces outils-là font partie de la solution et non pas du problème finalement. Voilà. Est-ce que vous vouliez dire quelque chose avant qu'on passe à un temps d'échange avec le public? Oui, moi, ce que je veux dire, c'est peut-être être un peu polémique, mais je vais le dire quand même. Je pense qu'effectivement, il ne faut pas lâcher, c'est notre rôle des élus, l'ADEME et tous les partenaires, d'inciter les habitants. Mais par exemple, je vois geste pour faire des économies d'énergie chez soi. Baisser le chauffage de 1%. 1 degré. Ça commence bien, vous voyez, je lis mal. Je pense qu'un des enjeux, et là peut-être ma casquette de président de l'association des villes et banlieues, nous on réclame au gouvernement et au ministre de la politique de la ville d'avoir un plan d'investissement très très fort sur supprimer les passoires énergétiques. Parce que demander de baisser d'1 degré, je vais y arriver, dans un appartement où ça passe partout, bon, il va manquer quelque chose. Donc voilà, donc faut vraiment que l'action individuelle soit liée à des grosses opérations d'intérêt général pour donner de l'envie. Parce qu'autrement, deuxième chose, digeste sobriété numérique pour tous. Pour toutes et tous d'ailleurs. Pourquoi que pour tous? Il y a aussi des filles quand même. On a un problème dans nos villes. C'est que, par exemple, on renvoie tout le monde au numérique. Tu veux une démarche à la CAF, au Pôle emploi, même des faux services de la ville, t'as plus personne. Donc remettons de l'humain. On va déjà diminuer beaucoup d'utilisation du numérique. On va redonner, y compris du lien social. Et comme ça également, on pourra mieux convaincre les habitants d'être dans une aventure collective. Parce qu'autrement, ils peuvent avoir un peu, et on l'entend parfois quand on est maire, vous nous demandez, mais enfin, vous n'êtes pas forcément exemplaire, vous, ou plus largement, la puissance publique. Je voulais dire ça parce que je crois qu'il faut vraiment, si on veut être crédible, bien tenir les deux bouts. Oui, je pense qu'effectivement, c'est la mobilisation de tous les acteurs qui arrivera à être effective et à avoir un impact sur la consommation. Oui. Et puis de toute façon, baisser le chauffage de 1 degré quand il fait 15 degrés chez vous et que vous n'avez pas les moyens de vous chauffer, bien évidemment, ça ne vous concerne pas. Enfin, voilà, il faut aussi que là-dessus, on soit vigilant. Et par rapport justement à l'accompagnement dans le plan de rénovation énergétique, etc., tout ça est bien évidemment mis en perspective dans le cadre des grandes campagnes et des grandes
des grands messages que l'on peut passer, parce que je suis tout à fait d'accord avec vous. Si on n'a pas une approche collective et que les gens ont l'impression que c'est tout sur leur dos que ça tombe, ça ne se fonctionnera pas. Et en plus, ce n'est pas le cas. Et je pense que justement, le fait de travailler ensemble et le fait d'approcher toutes ces problématiques-là de façon collective est extrêmement riche et permet de montrer que tout le monde est concerné. Dans un de nos sondages récents, les gens disaient « Je suis d'accord pour en prendre ma part » à 64%, 67%, si et seulement si l'ensemble des acteurs prend aussi sa part. Donc s'il se sent appartenir, et c'est pour ça que ces questions-là, elles sont systémiques. Et ce ne sont pas des choses que l'on fait voilà, en mettant des, voilà, des petits spots ici ou là, etc. Et c'est ça qui est important à faire comprendre. Et je pense que plus on a, et vous avez raison aussi, plus on va impliquer les citoyens, plus il y a de débats, plus il y a d'échanges, plus on monte l'exemplarité, y compris au niveau des services de l'État, c'est une évidence. Plus il y a un mouvement global, et je pense que là aussi, les médias et vos médias au niveau des collectivités, ils ont un rôle majeur à jouer pour passer les bons messages, pour expliciter, mais aussi pour écouter les habitants dans leurs interrogations et sur comment eux aussi peuvent proposer des choses pour co-construire. Ce n'est pas que la parole d'en haut, il y a aussi plein de bonnes idées qui viennent du terrain. Merci pour cette remarque. Alors, avant de conclure cette conférence, est-ce qu'il y a des questions parmi vous sur le bon usage des outils numériques? Oui, on va vous transmettre un micro. Merci. Oui, moi j'avais deux questions. Alors, je ne sais pas si je les pose en même temps ou elles sont assez différentes. Est-ce que vous pouvez vous présenter et puis Oui, donc Pierre Naud, je suis maire adjoint chargé de la communication à Château-Bernard, qui est une commune de Nouvelle-Aquitaine. Une commune, je ne sais pas s'il faut dire moyenne. Voilà. Alors moi j'ai une question qui s'adresse à Monsieur Joly, alors une question très rapide. En plus nous sommes presque voisins. Vous parliez tout à l'heure d'un sondage via City Hall. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir combien de foyers sont concernés par l'application City Hall. Parce que l'intérêt du sondage, c'est quand même d'avoir un bon panel de représentation. Et si vous avez 10% de foyers équipés de City Hall, ce n'est pas la même chose que si vous avez 90%. Voilà. Donc ma question, c'était juste ça, savoir, est-ce que vous savez à peu près combien de foyers sont sur City Hall à Bourg? Alors aujourd'hui, comme j'ai dit, on a commencé l'année dernière, c'était en décembre. Donc on était sur 100 téléchargements. Aujourd'hui, on en est à 300. Mais ce que je pense surtout, c'est que le sondage va avoir un effet levier pour passer ce palier, parce qu'il faut augmenter. Et après, il y a toute la communication, bien entendu, par affichage traditionnel ou des publications, pour inciter les gens à venir nous rejoindre. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, le pourcentage n'est pas important, mais la volonté, c'est par ces questionnements, faire venir les gens. Parce que c'est le côté de leur donner la possibilité de s'exprimer. Parce qu'aujourd'hui, venir en mairie pour dire je suis d'accord ou pas d'accord, on ne les voit pas beaucoup. Les réunions publiques avec le Covid, tout ça s'est arrêté. Donc aujourd'hui, on a besoin de reprendre le contact. Et ce que je disais aussi, c'est que les habitants ont vraiment une envie de parler directement. Pas de filtre. Donc c'est vrai que ce système-là leur permet de s'exprimer. On l'a eu sur le signalement, ça a été une embellie d'entrée. Et aujourd'hui, ben voilà, on voudrait passer à un deuxième degré. Alors je confirme pour le signalement, parce qu'effectivement, nous aussi, c'est certainement la partie de City Hall qui fonctionne le mieux. Et qui donc correspond manifestement à une attente de la population. Et alors, juste une petite remarque. Globalement, pour parler de combien de foyers sont concernés par une application dans une commune telle que la vôtre, clairement, vous atteignez très très facilement 50% des foyers. Je pense que c'est vraiment l'objectif que vous pouvez vous fixer. Alors, pour vous aider, nous avons réalisé un livre blanc qui vous liste les bonnes pratiques qui sont faciles, qui sont gratuites à mettre en place à l'échelle de votre commune pour inciter les habitants à télécharger l'application. Ils sont généralement demandeurs. L'application, c'est l'application officielle de la ville, elle est unique. Et donc finalement, c'est quand même relativement assez facile sur la durée, sur les 6 premiers mois, 12 premiers mois, de la faire télécharger par beaucoup d'habitants. Et plus vous en avez, plus vous en aurez. Effectivement, les signalements, les sondages participent aussi à ça. Donc je vous encourage à regarder notre livre blanc qui est en fait beaucoup de conseils
émanant de nos propres clients qui ont des vrais succès on va dire, d'usage et à qui on a posé la question qu'avez-vous fait pour que ça fonctionne bien. Et donc voilà, c'est un des conseils que je puisse vous donner aujourd'hui. Une dernière question, Alors, oui, avant de conclure. Ma dernière question, je voudrais me faire un peu l'avocat du diable. Est-ce qu'il n'y a pas un certain paradoxe à utiliser des moyens consommateurs en énergie pour proposer à nos concitoyens d'économiser l'énergie? Et derrière ça, c'est quelle communication, et quand je dis communication, je ne dis pas de la communication pour vendre de la soupe, mais vraiment quels arguments, quelle communication utiliser pour que on ne puisse pas venir nous dire effectivement attendez, vous nous dites qu'il faut économiser, mais vous êtes en train de nous asperger de panneaux, quoi. Mais je trouve que c'est la vraie question. Dans le guide de la communication responsable, le fil rouge, c'est comment est-ce qu'on renonce sur un certain nombre de choses. Ça nécessite quand même d'avoir, même en interne, un certain nombre de débats, parce que les communicants, ils ont été formés d'une certaine façon, toujours plus de communication. Là, c'est effectivement, c'est ce que vous disiez, Arnaud, moins mais mieux, être plus efficace, voir ce qui fonctionne, ne pas chercher à tout prix à multiplier, notamment les formats vidéo, se poser la question de savoir également si, par rapport à la pression publicitaire au sens pas commercial du terme, le fait que vous receviez de l'information, et donc cette pression-là par des panneaux, quels qu'ils soient, lumineux ou papier ou autre, etc., est-ce que le ratio au mètre carré par habitant, est-ce qu'il vous apparaît vraiment raisonnable? Alors sur votre collectivité, sur votre commune, parfois vous ne le voyez plus, mais vous êtes dans la commune d'à côté et vous dites oh là là, et quand vous comparez, vous dites oui, peut-être qu'il faut que je diminue la mienne. Je pense que c'est ça aussi la réflexion autour de cette sobriété. C'est quelle sobriété de communication avec une communication plus efficace. Ça se teste. Ça, c'est une démarche que l'on met en place. C'est pas quelque chose comme ça qui se décrète d'un claquement de doigts. Et par rapport à ça, c'est vrai aussi qu'il y a un certain nombre de pratiques sur lesquelles, tant au niveau de l'éditorial qu'au niveau du numérique, et bien sûr, ou de l'événementiel. On n'a pas parlé d'événementiel aujourd'hui, mais sur lequel effectivement il faut se poser la question. Et puis, il y a des mesures emblématiques. Je pense à Rennes. Rennes, ils ont retiré l'intégralité de leurs panneaux numériques lumineux suite au règlement local de publicité d'intercommunalité, je ne sais jamais, le RLPI. C'est intéressant. Et ils disent pourtant, c'était quelque chose d'ultra efficace et donc on va s'en priver, mais on veut être cohérent et aligné. Mais tout ça, ça veut dire qu'il y a une vraie réflexion globale qui a été menée au sein des services, en liaison bien sûr avec l'élu, de façon à ce qu'on se dise, ben voilà, quels sont les jalons qui leur ont permis d'arriver jusque-là. Et je pense que c'est ça aussi qui est important quand on fait une communication responsable, c'est une démarche dans laquelle on entre et qui, au fur et à mesure, nous permet d'aller plus loin pour être mieux, plus éthique, plus inclusif et puis en même temps moins impactant. Voilà, c'est un peu le challenge et il n'y a pas de recette miracle. Hélas, sans ça, j'adorerais. Arnaud Chevalier, un mot de conclusion pour terminer cette conférence? Oui, ce qu'on peut dire, effectivement, Valérie, je vous rejoins. Je pense qu'effectivement, c'est vraiment une question d'arbitrage. Et finalement, si on doit dire un mot de conclusion, c'est que tous les watts ne se valent pas. C'est-à-dire qu'il y a des watts qui sont intéressants à dépenser pour communiquer, pour faire ensemble cette transition, pour communiquer sur les bonnes pratiques. Et donc ces watts-là valent le coup. Des watts pour diffuser de la publicité, peut-être un peu moins. Donc c'est vraiment un choix de société, effectivement. Et vous avez raison de poser les questions que vous avez posées. Je vous remercie. Voilà, merci à vous d'avoir assisté à cette conférence. Merci à tous nos invités pour leur éclairage et leur témoignage intéressant et afin de répondre à cette question. Merci à vous et vous pouvez prolonger les échanges en nous rejoignant sur notre stand Pavillon 3.